On a 10% des élèves qui décrochent du système scolaire, on a un élève sur 5 qui ne maîtrise pas correctement la lecture. Il ne faut pas s'étonner qu'un système qui ne fait que repérer ceux qui nagent déjà bien tout seuls soit à bout de souffle. L'éducation est la mère de toutes les batailles. Un pays qui ne travaille pas pour sa jeunesse est un pays perdu. Bienvenue dans Grandir, le podcast qui explore une question essentielle, comment mieux accompagner nos enfants et nos jeunes dans le monde d'aujourd'hui et surtout dans le monde de demain. Parce que l'éducation ne se décide pas seulement dans les bureaux des ministres, ni uniquement dans les salles de classe, Grandir crée la rencontre. À chaque épisode, on va confronter les points de vue, ceux des décideurs publics, des ministres, des parlementaires, des hauts fonctionnaires, des experts, et les points de vue des acteurs de terrain, les associations, les porteurs d'initiatives, les éducateurs, les familles, et bien sûr les jeunes eux-mêmes. Alors ici, pas de débat hors sol, on parle d'expériences concrètes, de parcours de vie, de réussite, d'échecs, de blocages, d'innovation et surtout de solutions. Grandir est le podcast lancé par Vers le Haut, le think tank indépendant dédié à l'éducation, avec son partenaire Bayard Jeunesse, et on donne la parole à celles et ceux qui pensent, qui décident et qui agissent pour l'éducation. Parce que bien grandir est un défi collectif. Alors, merci à notre partenaire Bayard Jeunesse, aux équipes du studio, Sonia Pescator, Xavier Lemaire et à Marion Denis. On se retrouve tout de suite pour le premier épisode. À l'ère des IA génératives, du désordre informationnel, des crises écologiques, géopolitiques, et alors que la santé mentale des adolescents se dégrade, 14% des collégiens, 15% des lycéens présentent un risque important de dépression. Ce sont les chiffres de Santé publique France. Notre système éducatif est-il encore adapté ? Pour ce premier épisode, on va s'intéresser à l'école et au défi de grandir et d'éduquer dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. On va s'y intéresser à travers les trajectoires de deux passionnés d'éducation et que rien ne prédisposait à collaborer, a priori. Et on va tenter ensemble de répondre à ces questions. Christophe Querero, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé de lettres, inspecteur général. Vous avez été professeur, proviseur, puis directeur de cabinet du ministre Jean-Michel Blanquer. Et en 2024, vous avez démissionné avec fracas de votre fonction de recteur de Paris, une des plus prestigieuses fonctions de la République. Vous le racontez entre autres dans un livre, L'école n'a pas dit son dernier mot, publié il y a à peu près un an chez Robert Laffont, où vous défendez la vision d'une école moyenne et plus égalitaire. On va y revenir. Vanessa Duchâtel, bonjour. Bonjour. Vous êtes ce qu'on appelle une entrepreneuse sociale. Après une première vie d'économie statisticienne, vous avez cofondé Scolavi, qui est une association qui forme les enseignants et les enfants à ce qu'on appelle les compétences psychosociales. On va y revenir également, surtout pour développer leur bien-être et leur confiance en eux, pour mieux apprendre et mieux grandir. Merci à tous les deux d'être avec nous. On commence par une question très simple. Quel regard vous portez sur l'école d'aujourd'hui, sur les défis qui la traversent au vu de tout ce qu'on vient de se dire? Christophe Querero, je vous laisse la parole pour cette première question. Écoutez, j'ai l'habitude de dire que nous sommes en train de vivre la fin des modèles. Pas seulement à l'école, mais où que l'on regarde, nous vivons une fin des modèles, quelque chose auquel on était habitué, quelque chose qui est confortable, mais qui visiblement ne fonctionne plus. Ce ne sont pas les acteurs qui sont en cause, c'est simplement le système, le modèle qui ne correspond plus à l'époque et aux grands défis que nous avons à traverser. Vous l'avez rappelé, défis climatiques, défis démographiques, défis sociaux, défis politiques, défis technologiques, ils sont innombrables. Et nous vivons, en tout cas pour ce qui est de l'école, dans un système qui a été conçu au XVIIe siècle, revu au XIXe siècle, mais c'est un système ancien. Et je pense qu'il faut s'interroger aujourd'hui sur l'émission de l'école, ce que l'on attend. On ne le fait pas suffisamment. On est dans un moment démocratique, bientôt au moment des échéances électorales majeures. Et c'est le moment de s'interroger sur ce que nous voulons de notre école, ce que nous voulons pour notre jeunesse. Car un pays qui ne travaille pas pour sa jeunesse est un pays perdu. Alors Vanessa Duchâtel, comment vous réagissez à ce que vient de dire Christophe Querero et votre regard à vous sur l'école, de là où vous venez, là où vous vous situez? Je partage tout à fait le même constat. C'est-à-dire, je pense qu'on est en fin de modèle. D'un point de vue sociétal et de ce fait d'un point de vue éducatif, et c'est ça qui explique notamment les divers dysfonctionnements qu'on peut constater dans le système éducatif.
à la fois du point de vue de la réussite, de l'acquisition des savoirs fondamentaux. On a 10% des élèves qui décrochent du système scolaire. On a un élève sur 5 qui ne maîtrise pas correctement la lecture lorsqu'il est en 6e. Ça, c'est le premier constat qu'on peut dresser. On est aussi dans un écosystème dans lequel il y a beaucoup de souffrance. Vous avez parlé des problématiques de santé mentale pour les enfants, les adolescents et les adultes qui s'occupent d'eux. Le burn-out des enseignants ne fait qu'augmenter de décennie en décennie. Et puis le troisième constat qu'on fait, c'est que c'est un système qui est très inégalitaire. Un enfant qui vient d'un milieu social défavorisé, il a, grosso modo, selon les chiffres que vous regardez, 4 à 5 fois moins de chances de réussir son parcours scolaire. Et effectivement, je partage avec M. Querero le constat que la raison pour laquelle ces différentes transverses sont en difficulté, c'est qu'il y a un problème à la racine dans la manière dont le système fonctionne. Alors, je l'ai dit, vous étiez peut-être pas prédisposé à vous rencontrer, à collaborer, parce que ce qui vous réunit aujourd'hui, et je voudrais qu'on en parle, c'est la prise en compte des émotions, du corps, de ce qu'on appelle toutes les compétences transversales, qui est un point aveugle du système, qui est aussi une des solutions sur lesquelles on va travailler, vous comptez travailler. Alors, j'aimerais comprendre, au vu de vos parcours, à l'un et à l'autre, quel a été le déclic pour prendre en compte cette dimension, finalement, de la confiance en soi des enfants, de la prise en compte de l'enfant dans toutes ces dimensions dans le parcours scolaire. Christophe Querero, quel a été votre déclic à vous ? Alors, au pays de Descartes, on n'aime rien moins que mettre les gens et les problèmes dans des cases. Mais vous avez vu, Vanessa Duchâtel, elle a parlé du niveau des élèves, du mal-être, alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'elle décline quelque chose autour des compétences psychosociales. Je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental. On ne peut plus appréhender l'éducation par petits bouts, par des prismes différents. Alors, vous parlez de déclic. Moi, je suis un homme qui a près de la soixantaine, donc évidemment, j'ai évolué dans ma réflexion sur l'éducation. Je pense qu'une des rencontres majeures pour moi qui m'a fait prendre conscience de cette totalité que représente l'éducation, et particulièrement aujourd'hui, c'est la rencontre avec Boris Cyrulnik lorsqu'on avait réuni les assises de la maternelle. Alors, je rappelle que lorsqu'on avait réuni les assises de la maternelle, on était dans le premier quinquennat du président Macron. Vous étiez alors directeur de cabinet du ministre Jean-Michel Blanquer. Tout à fait. On avait comme priorité l'école primaire. On le sait, c'est en investissant massivement dans les premières années de la vie que l'on peut essayer de lutter contre les inégalités sociales et scolaires. Et donc, on avait des assises de la maternelle et Cyrulnik, avec évidemment sa passion et sa distance, avait vraiment été lumineux sur la nécessité que les enfants soient en confiance très tôt, qu'il y ait un attachement et que sans cet attachement, rien n'était réellement possible. Et je pense que depuis, j'ai compris que les enfants devaient évoluer sur deux jambes. C'était bien entendu des élèves qui nous étaient confiés, mais ce sont d'abord des enfants. Et il y a cette nécessité de les attacher, de l'attachement, de la confiance en soi, comme il y a une nécessité de développer leur aspect cognitif, leur intellect. Et en France, précisément, on est trop dans la séparation. Séparation du corps et de l'esprit, séparation à tous les étages d'une certaine façon, alors qu'il faut réunir pour justement qu'un enfant soit épanoui et puisse être en confiance aussi avec les autres et confiance dans l'avenir. Et confiance en lui. Et confiance en lui d'abord. Donc c'est cette réflexion, moi je dis toujours que je n'ai fait que régresser dans ma vie. J'ai commencé à vouloir d'abord m'occuper des grands, à être professeur à l'université en classe prépa, puis ensuite j'ai été en lycée, puis je me suis dit que c'était très intéressant le collège, puis ensuite l'école élémentaire, c'était vraiment là que se jouait, et maintenant j'en suis à l'idée que c'est à la maternelle, la petite enfance, qu'il faut vraiment concentrer nos efforts collectivement. Voilà un peu votre déclic, trajet, et je le rappelle, Boris Cyrulnik, qui est l'auteur de la théorie de l'attachement pour ceux qui nous écoutent. Alors Vanessa Duchâtel, quel a été votre déclic à vous ? Je l'ai rappelé, vous avez une formation d'économie, statisticienne, oui. Et puis vous décidez de vous passionner pour l'éducation.
Oui, effectivement, j'ai une formation d'ingénieur. J'étais déjà passionnée par le sujet de l'éducation. Je travaillais sur l'évaluation des politiques éducatives, convaincue que l'éducation est la mère de toutes les batailles. Et en fait, j'ai travaillé sur différentes thématiques. J'ai beaucoup travaillé sur l'acquisition des savoirs fondamentaux, donc l'acquisition du langage et l'acquisition de la lecture. Je trouvais ça passionnant. Ensuite, j'ai travaillé sur la question des inégalités sociales. J'ai travaillé sur la question de l'orientation. Et je trouvais chacun de ces sujets tout à fait passionnants et importants. Mais j'avais toujours une légère frustration de me dire que potentiellement, je ne me spécialiserais que sur l'un d'entre eux, parce que j'avais l'impression de traiter qu'une partie de la problématique et pas le tout, pour rejoindre une image que M. Querero vient d'employer. Et en fait, j'ai découvert les compétences psychosociales en lisant. J'étais stagiaire et en année de césure, et je suis tombée sur un article d'un prix Nobel de l'économie, M. James Heckman, et qui démontre l'impact majeur des compétences psychosociales sur la trajectoire scolaire des enfants. Vous pouvez nous dire en 2 mots ce que sont les compétences psychosociales ? On va y revenir avec plaisir. C'est vrai que c'est un terme assez technique, mais qui représente quelque chose que vous connaissez déjà et que vous avez en vous, vous, Marie-Caroline et Christophe et ceux qui écoutent. C'est les compétences qui nous aident à traverser les défis de l'existence. Voilà. C'est un peu comme un sac à dos de ressources dans lequel on va trouver le fait de bien se connaître, le fait d'avoir confiance en soi, le fait de savoir ce que sont nos émotions, à quoi elles servent et comment est-ce qu'on peut les réguler. Le fait de pouvoir coopérer avec les autres, d'avoir l'esprit critique, d'avoir de la créativité, le fait de savoir gérer les conflits et avoir des relations constructives. Donc ça réunit en fait 3 familles de compétences. Des compétences cognitives, qui vont être plutôt de l'ordre des mécanismes de notre cerveau, des compétences émotionnelles, donc attenantes aux émotions et au stress notamment, et enfin des compétences sociales, de l'ordre de notre capacité à avoir des relations constructives et des interactions positives avec les autres au quotidien. Donc il y a une dimension à la fois individuelle et collective dans les compétences psychosociales. Et en fait, la recherche dans différentes disciplines, c'est ça qui est passionnant d'ailleurs, c'est qu'il y a des chercheurs en économie qui travaillent sur le sujet, mais également des chercheurs en psychologie, des chercheurs en sciences de l'éducation, et qui montrent qu'elles ont un impact tout à fait systémique sur différentes problématiques qu'on évoque depuis le début de cette émission. Et c'est ça qu'il faut peut-être creuser. On est dans un moment de stress éducatif très fort pour les familles, pour les parents. Qui s'inquiètent de la baisse du niveau scolaire. On cite souvent les classements internationaux comme celui de PISA, qui met à jour les inégalités frappantes de notre système et puis ce qu'on appelle une baisse du niveau. On est en pleine période de saisie des vœux sur Parcoursup, ce qui génère effectivement une angoisse très forte, ce sentiment d'être sélectionné sans avoir exactement la main sur son destin. Dans ce contexte de stress lié à l'orientation, de sentiment d'être sélectionné sans vraiment comprendre les modalités de cette sélection, ce discours sur les compétences transversales, sur le bien-être, etc., est-ce qu'il est vraiment audible aujourd'hui, Christophe Querero ? Alors nous sommes le pays du déterminisme social et géographique, c'est un fait, c'est documenté, l'OCDE nous le rappelle régulièrement. L'erreur serait à la française de transmettre une discipline compétence psychosociale. Ce serait vraiment l'erreur majeure. Il faut l'apprendre à l'école. Une circulaire de la DGESCO qui dit on va faire un programme. Non, ça ce n'est pas du tout comme ça. Il faut intégrer les choses. Et les compétences psychosociales, elles n'ont de sens que si l'ensemble des professeurs et au-delà l'ensemble des éducateurs, l'ensemble de tous ceux qui éduquent à l'intérieur de l'école, du collège, du lycée et au-delà dans la société, en prennent conscience. La tendance française, c'est sois coopératif, aie confiance en toi. Ces injonctions ne fonctionnent pas. Il faut entrer dans le faire. Très tôt, il faut que les enfants comprennent que la coopération, elle va leur faciliter la vie, elle va leur permettre de vivre en harmonie avec le cosmos. C'est ce retour finalement à des consciences humanistes antiques et classiques qui est en jeu. On a séparé le monde et l'homme et il faut aujourd'hui le réunir, prendre conscience de sa fragilité. Et quand j'étais aux affaires, notamment à Paris, on avait une expérience à laquelle j'étais très attaché, dont on n'a pas trop parlé, qui était l'expérience Cap Maternelle, où on a essayé d'inventer, parce que j'en avais assez d'entendre toujours l'école Montessori, c'est l'école de la fin du 19e siècle, c'est très bien.
Mais avec des pratiques pédagogiques innovantes de Maria Montessori, oui, donc innovantes à la fin une du pédagogue 19e de la siècle. fin du 19e. Et bon, c'est un manque de confiance en soi que de ne pas être capable aujourd'hui, à l'heure où la recherche n'a jamais été aussi pointue, notamment sur le cerveau humain, de ne pas être capable de rechercher les meilleures méthodes à la maternelle. On a des atouts considérables en France en matière de maternelle, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et donc moi Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait ? j'avais laissé une grande liberté. On avait travaillé avec des chercheurs comme Grégoire Borst pour inventer cette école du XXIe siècle. Et l'idée, c'était que chaque adulte était éducateur dans la maternelle. Le professeur, bien entendu, mais aussi l'assistante maternelle, les la plupart des femmes, les parents, les dames de service. On avait notamment une expérience à la demi-pension. Vous savez qu'on a tendance à servir les enfants en France, ce qui est assez unique à la cantine. Et là, les dames de service étaient positionnées comme éducatrices et elles montraient aux enfants comment se servir, comment servir les autres. Et on travaillait finalement des gestes fins comme on travaille le geste graphique pour écrire. Et on avait donc une conséquence assez immédiate, c'était la baisse du bruit dans le moment de la réfectoire, parce que les enfants étaient concentrés. Et les dames de service n'étaient plus au service d'eux. Elles étaient éducatrices comme le professeur d'école. Ça, je pense que c'est tout à fait considérable. L'idée que l'enfant se construit en responsabilité vis-à-vis des autres et du monde. Ça manque beaucoup. On a tendance à instrumentaliser les uns et les autres, les enfants dans leur rôle d'enfant, les adultes qui ont un rôle social, alors qu'en fait, l'éducation, c'est un tout. Et c'est ce tout qu'il faut retrouver. Et les compétences psychosociales, ce n'est rien d'autre, d'une certaine façon, que de considérer que quand on fait des mathématiques, des sciences, mais aussi autre chose que des savoirs académiques, savoirs manuels, savoirs techniques, qui sont tout aussi essentiels, eh bien, on développe des compétences psychosociales sans le savoir, d'une certaine façon. Alors merci pour cet exemple très concret. C'est là que vous intervenez, Vanessa Duchâtel, et j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment vous travaillez donc avec les enseignants, avec tous les éducateurs qui interviennent sur ce qu'on appelle les temps de l'enfance, c'est-à-dire pas simplement dans la classe, mais en dehors de la classe, pour favoriser ces apprentissages transversaux dont on a parlé. Si vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se passe, qu'est-ce qu'on apprend exactement avec votre approche ? Bien sûr, alors une image qu'on peut reprendre, c'est celle des deux jambes qui a été utilisée au début de cette émission, pour vraiment se dire, en fait, il s'agit juste d'ériger la deuxième jambe qui manque à notre système éducatif aujourd'hui. On a construit celle des savoirs fondamentaux, mais en fait, comme on a oublié de construire l'autre qu'on pourrait appeler celle des compétences psychosociales, eh ben on marche pas bien individuellement et collectivement. Donc il s'agit pas du tout d'opposer les choses. Je crois que ça c'est très important de le dire et de le répéter, et que vraiment les parents aient ça en tête, c'est qu'il s'agit pas de choisir entre les uns et les autres pour les enfants. C'est vraiment un cercle vertueux. Plus je développe ma capacité à rentrer dans les apprentissages cognitifs et fondamentaux, plus je vais développer ma confiance en moi, plus je vais développer ma capacité à coopérer, à réguler mes émotions. Et réciproquement, pour bien performer dans les fondamentaux, le fait de bien me connaître, le fait d'avoir confiance en moi, le fait de pouvoir demander de l'aide quand c'est difficile, le fait de savoir réguler mon stress, et tout ça, ça va m'aider à rentrer dans les apprentissages et à réussir les examens. Et les enseignants sont réceptifs à ce que vous dites, sont en demande de ce type d'intervention, de formation, en collaboration avec tous les acteurs éducatifs. Oui, tout à fait. Nous, Scolavie existe depuis 6 ans. On a trop de demandes chaque année. Pourtant, l'association grandit plus vite qu'elle peut, mais on a trop de demandes pour y faire face chaque année. Donc, les enseignants sont tout à fait en demande et le sujet commence à être de plus en plus connu sur le terrain. Il y a encore du travail à faire, mais il y a eu de grands changements ces dernières années à ce sujet. Donc, ils sont très demandeurs de formation sur le sujet. Et comment est-ce qu'on fait pour répondre à votre question ? Effectivement, nous, on va former des équipes pédagogiques, donc les différentes professions qui sont sur les temps de l'enfant. Donc, l'enseignant ou l'enseignante, effectivement, mais aussi le chef maternelle dont on parlait tout à l'heure. Voilà, les ATSEL, les documentalistes, les psychologues de l'éducation nationale. On va les former ensemble. Ça va permettre d'initier une dynamique collective et ils vont pouvoir se soutenir et modifier leur posture et leurs gestes ensemble d'année en année.
Et nous, en fait, ce qu'on fait chez Scolavis, c'est qu'on les forme pour qu'ils développent leurs propres compétences psychosociales et qu'ensuite, ils puissent accompagner les élèves dans le développement des leurs. Donc, le bien-être des professeurs génère du bien-être chez les élèves. C'est très simple, ça c'est très documenté par la recherche. Absolument. Mais en fait, les enfants sont plus sensibles à ce que l'on est qu'à ce que l'on dit. Et en fait, ça rejoint aussi ce qui a été dit sur le fait qu'il ne s'agit pas d'ériger des cours autour des compétences psychosociales. C'est vraiment une posture à modifier et ensuite des choses à intégrer dans ce qu'on fait déjà. Comment est-ce que je vais apprendre à un enfant à lire d'une manière qui va être probante pour la régulation de ses émotions ? Comment est-ce que je vais donner un cours de mathématiques en seconde d'une manière propice à développer la coopération entre mes élèves ? Comment est-ce que j'accueille mes élèves ? Comment est-ce que je leur parle ? Comment est-ce que je les évalue ? Comment est-ce que je structure mon cours ? Donc c'est un pivot par rapport à ce qu'on fait déjà. Il ne faut surtout pas, je crois que ça c'est vraiment une analyse qu'on partage, rajouter quelque chose à un millefeuille qui est déjà bien trop épais. Alors justement, on va venir aux solutions. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, réparer, j'ai envie de dire, dans nos systèmes éducatifs pour une école plus inclusive, plus adaptée aux enfants ? Je retiens une phrase de votre livre, Christophe Guerrero. Vous écrivez « Il m'a fallu du temps pour aimer l'école », ou plus exactement, pour que l'école m'aime. Est-ce que ça veut dire que l'école n'est pas adaptée aux enfants, qu'elle ne les aime pas ? Finalement, qu'est-ce qu'il faudrait changer ? L'école, c'est abstrait et je pense qu'on ne peut pas faire ce procès-là aux enseignants ni aux éducateurs qui aiment leurs élèves, qui aiment ce qu'ils font. L'école renvoie à l'institution. Absolument. Non, c'est une histoire que nous avons, que nous devons prendre entièrement en soi et qu'on doit la regarder avec lucidité et se dire que le modèle élitiste, émulatif, sélectif français, il a vécu. Nous avons besoin de tous les talents français à l'heure aujourd'hui, économiquement, socialement, et nous ne faisons que sélectionner. Vous faites allusion à ma propre histoire, c'est vrai que je suis une sorte de miraculé du système, j'étais un mauvais élève, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je pense que j'ai pris conscience assez tôt qu'il est très facile pour l'institution de passer à côté de dizaines et de dizaines de milliers d'élèves. Et pour des petits riens, mais d'abord et surtout parce que le modèle a été pensé pour sélectionner les forts en thème et les forts en maths. C'est pour ça que vous parlez d'une école moyenne. C'est pourquoi je défends l'idée d'une école démocratique, c'est-à-dire où chacun a sa place, où il n'y a pas des hiérarchies infinies. Nous sommes le pays du mépris, disent les Québécois, le pays de la hiérarchie à tous les étages. Tout le monde regarde son voisin avec une certaine condescendance. Et c'est cette révolution culturelle-là qu'il faut opérer. On le sent, la crise démocratique, elle est là. Mais encore une fois, je vous le dis, ça commence très tôt. Encore une fois, le regard que l'on porte sur l'autre, si on met l'enfant en position d'être servi, eh bien, il ne faut pas s'étonner que les Français considèrent le service comme la servitude et qu'on ait les problèmes en accueil des touristes l'été. Le service, servir l'autre, être au service d'eux, c'est d'abord la confiance en soi et en l'autre. La défiance génère le mépris. Et il ne faut pas s'étonner qu'un système qui sélectionne, qui ne fait que repérer ceux qui nagent déjà bien tout seuls, soit à bout de souffle dans une société qui aspire à plus de démocratie. Et comment on sort de cette tension que vous esquissez bien dans vos propos entre élitisme et égalitarisme, ou en tout cas élitisme républicain et aspiration à un système plus démocratique. Vraiment, on est à 18 mois d'une présidentielle. J'aimerais qu'on identifie le levier. On parle des programmes, on parle de la formation continue, on parle des rythmes scolaires, on parle d'une plus grande cohésion autour de l'ensemble des temps de l'enfant, d'un travail avec les familles. Quel est le premier levier pour vous, Vanessa Duchâtel ? Je crois que ce qu'il faut qu'on arrive à faire collectivement dans les 18 prochains mois et après, parce que si le sujet était simple et rapide, facile à régler, ça se saurait, c'est qu'on refasse de l'éducation un sujet politique, c'est-à-dire qu'on fasse beaucoup plus ce qu'on est en train de faire ce matin, c'est-à-dire parler d'éducation, parler des sujets qui sont importants et les mettre sur la scène médiatique et politique pour faire advenir des changements structurels forts qu'on esquisse depuis le début.
Si je dois choisir des leviers qui me paraissent prioritaires, j'en citerai 2. Le premier, c'est la petite enfance. Je pense qu'il faut qu'on investisse massivement dans la petite enfance, dans les 0-3 ans et dans la maternelle, parce que c'est là que se joue le cœur des inégalités sociales. Et la deuxième chose, c'est de revoir le recrutement, la formation et l'accompagnement des professionnels de l'éducation. Comment est-ce qu'on les recrute ? Quelles sont les compétences qu'on leur permet de développer durant leur formation ? Comment est-ce qu'on les soutient tout au long de leur carrière ? Comment est-ce qu'on les rémunère ? Et pour leur permettre de mener à bien leur mission. Donc on se centre sur les enseignants. Christophe Quérero, un mot sur ce sujet ? Politiquement, il faut qu'on parle de la jeunesse. Il faut qu'on se recentre sur le fait qu'un pays ne peut pas vivre s'il n'est pas attaché à sa jeunesse et s'il n'investit pas dans sa jeunesse. Donc l'investissement, y compris financier, dans les premières années de la vie, il est fondamental, vous le savez. On dépense 10% de moins que nos voisins, toujours sur le primaire en France. La petite enfance, comme le disait Vanessa, elle est essentielle. Et j'insiste également sur la formation. C'est un métier qui s'apprend, professeur. Et qui s'apprend tout au long de la vie. Il s'apprend déjà initialement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans la formation initiale. Et il s'emploie, évidemment, un professeur doit se former toute sa vie. N'oublions pas qu'à Singapour, qu'on cite toujours, il y a 100 heures de formation obligatoire par an. Est-ce qu'on veut se donner ces moyens-là ? Je pense que la réflexion qu'on doit avoir dans les 15 mois, et non plus 18, qui nous restent avant l'échéance présidentielle, c'est vraiment qu'est-ce que l'on veut ensemble ? Nous sommes un pays qui n'a pas de ressources de matières premières. La seule ressource que nous ayons, ce sont nos cerveaux et nos propres ressources cognitives. Il faut donc voir comment on les développe et comment on investit massivement dans l'éducation et la recherche en France. Pour terminer cette émission, je vous demanderai à l'un et à l'autre de me citer ou de nous conseiller une rencontre avec un acteur éducatif. Ça peut être un enseignant, une enseignante, ça peut être quelqu'un qui porte une initiative sur le terrain, que vous avez envie de mettre en lumière et qu'on pourrait rencontrer. Vanessa Duchâtel. J'ai envie de vous parler de Philippe Laurier-Bertram, qui est qui est directeur de collège et chef de la cité éducative de Tourcoing, et qui fait un travail éblouissant depuis 5 ans. On collabore avec lui depuis 5 ans. Et il a vraiment déployé un travail tout à fait systémique autour des compétences psychosociales, en formant d'abord tous les personnels de son établissement, puis de son bassin et de toute sa cité éducative. Et maintenant, il est en train de s'atteler à la cité éducative voisine. Merci, on salue Philippe et on aura peut-être l'occasion de l'inviter dans ce podcast. Christophe Quérero. Oui, ça me permet de dire aussi que nous avons une richesse absolument extraordinaire avec 1 million de personnels extrêmement formés et motivés, et on a des pépites évidemment à tous les étages, donc une personne c'est évidemment, on en connaît beaucoup plus. Alors moi je voudrais vous parler d'une professeure de lycée professionnel qui s'appelle Karima Ikene, qui est professeure de lettres-histoire au lycée Sugère, qui fait un travail absolument éblouissant avec ses élèves dans les métiers de l'accueil à Saint-Denis. Éblouissant avec ses élèves qui sont dans les métiers de l'accueil, parce qu'elle parvient à en faire des fins connaisseurs en matière culturelle et historique dans leur métier. Et moi, je trouve que c'est vraiment une leçon, et c'est une femme tout à fait lumineuse que je vous invite à rencontrer. Merci pour ces mots qui concluent cet épisode de Grandir. Merci à tous de nous avoir suivis et merci Vanessa Duchâtel, merci Christophe Quérero pour votre témoignage. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux @vers-le-haut. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à commenter, à liker et à partager surtout. On se retrouve pour le prochain épisode. À très bientôt.